everyone, and welcome to this session of our EDB webinars. My name is Monica, and I will be your host for today. I would like to apologize for the slight delay, and we have with us Letitia Abrot, big name in the community, Karen, who was going to deliver the webinar today. Sadly did not feel well, so Letitia very, very gently took her place. Thank you, Letitia, for that. And a few housekeeping items. The lines are currently muted for everyone and during the entire presentation. If you want to post any questions, you can do that in the Q&A section at the bottom of the screen. And well, without any further ado, I will let Letitia take it over. Okay, thank you, Monica. Bonjour. Comme l'a dit Monica, on est désolé, Karen a eu un petit imprévu et du coup, c'est moi qui vais faire le webinaire et ça va être, du coup, le sujet va être un petit peu plus élargi puisqu'au lieu de parler de la différence entre les exports logiques et les sauvegardes physiques, on va parler de manière beaucoup plus large de la stratégie de sauvegarde dans son entier. Vous avez accès normalement à l'outil de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y accéder régulièrement pour répondre au fil de l'eau aux questions, parce que c'est dommage de répondre aux questions hors contexte. On perd beaucoup dans ce cas-là. Vous pouvez aussi voter pour des questions normalement. Voilà, donc on va commencer et ce webinaire s'intitule « Comment sauvegarder correctement vos données ». Tout d'abord, qui je suis? Je suis Laetitia Avro, je suis française, comme vous devez l'entendre à mon accent. Je travaille chez Enterprise DB comme Senior Database Consultant. Je suis contributrice Postgres. Je suis aussi trésorière de PostgreSQL Europe. Je suis aussi cofondatrice de Postgres Women. Et je contribue à Postgres de bien des manières, mais que ce soit avec des patchs au niveau du code, au niveau de la documentation, mais aussi à l'organisation d'événements et l'aide communautaire sur Slack, sur Telegram et sur les mailing lists. Au niveau de mon expérience Postgres, j'ai découvert Postgres en 2005. Et à ce moment-là, je travaillais sur Géoportail et j'ai codé un petit moteur qui permettait de faire des recherches phonétiques de noms de villes lorsqu'on se trompe dans l'orthographe d'une ville pour que le moteur puisse quand même trouver la ville. Et puis ensuite, je suis passée DBA et petite particularité, donc à ce moment-là, j'ai commencé directement sur Postgres en tant que DBA et après, j'ai appris Oracle, SQL Server et un petit peu de DB2. Donc voilà pour moi, et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler perte de données, export logique, standby, wall et recovery, snapshot de VM, snapshot de disque, sauvegarde physique, et toutes ces méthodes, comment elles peuvent être intégrées à votre stratégie de sauvegarde et quand est-ce qu'il faut choisir laquelle. Donc tout d'abord, au niveau de la perte de données. Et là, je suis désolée, mais c'était une discussion que j'avais avec Robert Haas, contributeur majeur de Postgres, on parlait du fait qu'il n'est pas possible d'avoir zéro perte de données, et il a sorti cette image. Si l'étoile de la mort arrive et fait subir à la Terre ce qu'elle a fait à Alderaan, presque tout le monde perdra des données. Alors, effectivement, on a des petits robots sur Mars, on a un petit peu de données dans l'ISS, mais la majorité des gens vont perdre des données. Et le pire, c'est que ce ne sera pas grave, puisque personne ne sera là pour dire qu'il y a une perte de données. Donc, à propos de zéro perte de données, c'est la recherche à la licorne, c'est totalement impossible. Donc, essayons de voir les choses autrement. La première chose que vous devez vous poser comme question, c'est est-ce que pour mon application, je peux recréer des données, recréer des transactions qui sont perdues? Si dans ce cas-là, c'est possible, vos données sont quand même nettement moins critiques que si on ne peut pas recréer les données ou les transactions perdues. Une autre question que vous devez vous poser, c'est combien coûte une perte de données d'une seconde, d'une minute, d'une heure, un jour, une semaine? Vous pouvez aller jusqu'au mois ou à l'année, mais dans ce cas-là, c'est que vraiment vos données ne sont pas critiques.
C'est important de savoir combien ça coûte de perdre pour savoir est-ce que ça vaut le coup de mettre le budget pour ne pas perdre ces données. Ensuite, une autre question importante, c'est combien de temps votre application peut-elle être arrêtée? Puisque suivant la stratégie de sauvegarde que vous allez mettre en place, la stratégie de restauration, qui est beaucoup plus importante que la stratégie de sauvegarde en elle-même, va prendre plus ou moins de temps. Et vous avez besoin de savoir si c'est acceptable ou pas. Et ensuite, combien de temps pouvez-vous vous permettre pour relancer la production? Ça revient à peu près à la même chose que la question précédente. Ensuite, il y a deux contraintes très, très importantes, RTO et RPO. Et ces deux contraintes vont permettre de définir ce que vous pouvez faire ou pas au niveau de la stratégie de sauvegarde. Donc, RTO, c'est Recovery Time Objective. C'est un objectif de temps et de niveau de service dans les limites duquel un processus métier doit pouvoir être restauré après un désastre ou une interruption de service afin d'éviter des conséquences inacceptables pour l'entreprise. Conséquences inacceptables étant quasiment l'entreprise qui met la clé sous la porte. Ensuite, le RPO, Recovery Point Objective, c'est un objectif qui est défini par le plan de continuité d'activité. C'est la période maximale pendant laquelle les données ou des transactions peuvent être perdues à la suite d'un incident majeur. Comme on l'a vu juste avant, il n'est pas possible de dire « je veux 0 perte de données ». Ça n'existe pas. Donc, il va falloir définir dans quelles circonstances on accepte de perdre des données. Si j'ai les données redondées sur 3 data centres, ça veut dire que j'accepte de perdre mes données si les 3 data centres brûlent. Et on a vu grâce à OVH qu'un data center, ça peut brûler. Donc, voici quelques scénarios de perte de données plus ou moins probables, mais l'idée là, ce n'est pas de calculer la probabilité du risque, c'est vraiment de déterminer ces risques et savoir s'ils sont acceptables ou pas. Donc, par exemple, une corruption de données, une panne de serveur, une panne de réseau, tout désastre massif, donc feu, séisme, bombe, qu'elle soit nucléaire ou pas, tsunami, tornade, etc. Ou une erreur humaine ou une volonté de nuire d'un humain qui pourrait supprimer des données. Ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses qu'on doit prendre en compte lorsqu'on définit la stratégie de sauvegarde. Et quand je dis stratégie de sauvegarde, dans ma tête, ça va vraiment jusqu'à la remise en place totale du service en production. C'est ça qui est vraiment important. À la rigueur, si on pouvait faire des restaurations sans passer par des sauvegardes, ce serait parfait. La sauvegarde n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est important vraiment, c'est d'aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à la restauration et l'ouverture du service avec une perte de données minimale. Enfin, une perte de données acceptable. Donc, commençons par les exports logiques. Qu'est-ce que c'est qu'un export logique? C'est un export de données dans un format qui peut être portable. C'est un snapshot des données, c'est-à-dire c'est une vue à un moment donné de ces données. Ce n'est rien d'autre. Un exemple d'export de données, des fichiers CSV, des fichiers SQL, des fichiers texte. Tout ça, ce sont des fichiers qu'on peut exporter. Le fichier CSV est portable, le fichier SQL peut l'être aussi, etc. Dans le monde Postgres, les outils recommandés pour faire des exports logiques sont pgdump, qui permet de sélectionner une seule base de données, ou pgdumpall, qui va pouvoir travailler sur toutes les bases de données du cluster. Je dis le mot cluster au sens SQL, c'est-à-dire cluster de bases de données. Je ne parle pas de cluster au sens haute disponibilité. C'est vraiment le mot dans le sens SQL et Postgres du mot. Donc, il arrive que pour certaines applications, un export logique suffit. Pour savoir si un export logique suffit, il suffit de valider les 3 conditions suivantes. La perte de données entre le moment de l'export et le moment d'arrêt de la production n'est pas un problème. Déjà, ça élimine beaucoup d'applications. Avoir une interruption de service durant les opérations de restauration et de post-restore, le fameux vacuum full analyze qu'on doit faire après tout import de données, n'est pas un problème. Et vous jurez solennellement, et vous le verrez plusieurs fois celui-là, que vous testerez les opérations de restauration et de post-restore fréquemment.
Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de tester fréquemment les opérations de restauration et de post-restore? La première chose, c'est pour s'assurer qu'elles ne sont pas corrompues, que les exports ne sont pas corrompus. Alors, ce que ça va prouver, c'est simplement qu'au moment où vous restaurez, ils ne sont pas corrompus. Ça ne va pas prouver qu'ils ne vont pas être corrompus plus tard. Mais aussi, ça va vous permettre de déterminer le temps nécessaire aux opérations de restore et aux opérations de post-restore. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est du temps d'indisponibilité. Donc, vous avez vraiment besoin de savoir ça de manière précise. Prenons un exemple. Vous exportez toutes les données à 3 heures tous les matins. L'import prend 2 heures, puisque vous avez testé, vous avez vu qu'il faut 2 heures, et les opérations de post-restore durent 1 heure. Un incident a lieu à 15 heures. Quelles transactions seront perdues? Quand la base de données sera-t-elle à nouveau accessible? Avec les données que je vous ai données, du coup, c'est assez facile d'estimer que toutes les transactions entre 3 heures du matin et 15 heures seront perdues et que la base de données devrait être à nouveau disponible autour de 18 heures, ce qui fait 3 heures d'interruption de service. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de voir si ces données-là sont conformes à ce que vous êtes prêt à encaisser au niveau de votre application. Que faire si on n'utilise que des exports logiques comme sauvegarde? Donc la première chose, c'est vérifier régulièrement que la perte de données reste dans les limites de l'acceptable, parce qu'il est possible que le projet change et que du coup, on ait que la perte de données qui était acceptable il y a 2 ans ne le soit plus aujourd'hui. Dans ce cas, ça veut dire qu'il faut revoir la stratégie de sauvegarde. Et c'est totalement normal dans le cycle de vie d'une application. Ensuite, essayez régulièrement d'importer l'export généré pour vérifier qu'il n'est pas corrompu, que la durée de restauration est toujours acceptable et que la durée des opérations post-restore est toujours acceptable. La durée de restauration en elle-même n'est pas suffisante. Vous allez recréer les objets, donc vous allez restaurer, mais ensuite, vous avez vraiment besoin de faire ce vacuum full analyze pour vous assurer pour récupérer les statistiques et pour avoir des bonnes performances sur votre base de données. Donc, c'est vraiment important de bien tout prendre en compte. Comment utiliser ces outils, pgdump, pgrestore? Donc, pour exporter, on utilise pgdump. Comme j'ai dit, on peut aussi utiliser pgdump all qui va permettre d'exporter tout un cluster, y compris des objets qui ne sont pas liés aux bases de données comme les rôles et les tablespace. Mais au niveau d'une base de données, on va utiliser pgdump et ensuite on va lui donner des options de connexion, donc l'hôte, le port, l'utilisateur et la base de données. Ensuite, on peut utiliser le format SQL. Le format SQL se trouve avec l'option -f majuscule P. Et ensuite, je vous conseille de nommer votre export quelque chose .SQL pour qu'on sache que c'est un .SQL. Pour des raisons de place, puisqu'il est compressé, et aussi pour des raisons d'efficacité, il est conseillé de faire d'utiliser le format custom si vous si vous avez l'intention de restaurer ce dump, d'importer ce dump sur une base Postgres. Dans ce cas, il faut utiliser l'option -F-C et dans ce cas, je vous conseille de nommer votre export quelque chose .dmp parce que j'ai vu souvent des gens l'appeler .SQL alors que ce n'est pas du SQL. C'est une sorte de format de SQL compressé qui n'est pas lisible. Donc, utiliser le .dmp permet d'avoir ça de manière de voir tout de suite que ce n'est pas du SQL lisible. Si on veut s'occuper d'une table ou d'un schéma, ça va être -T pour une table, -N, et puis ensuite le nom du schéma. Il peut être intéressant aussi de vouloir exporter uniquement la structure, c'est-à-dire tout ce qui est create table, les triggers, les séquences, les index, etc. Dans ce cas, on utilisera simplement l'option -S. J'ai une question sur pourquoi un vacuum full analyze et pas seulement un vacuum analyze. Lors des imports globaux,
c'est vrai que ce ne sont que des imports, que des inserts, donc enfin des inserts ou des copies. Donc, on pourrait se demander pourquoi faire un vacuum full alors qu'un vacuum full analyze, alors qu'un vacuum analyze pourrait suffire. Le problème, c'est que lors des inserts, vous allez quand même générer du bloat, moins, mais sur une base de données suffisamment grosse, ça va commencer à se voir. Et du coup, le vacuum full analyze va permettre de tout remettre dans l'ordre. C'est pour ça qu'on conseille de faire un vacuum full analyze après un import. Pour importer, donc si vous voulez importer du SQL, c'est simple, il suffit d'utiliser le client Postgres, PSQL, avec l'option "-f" pour dire qu'on apporte un fichier en entrée et le fichier en lui-même. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser PSQL. Si vous êtes plus à l'aise avec un outil graphique, vous pouvez utiliser celui que vous voulez, pgadmin, dbeaver, OmniDB, etc. Pour le format custom, soit vous allez utiliser pgrestore avec des options de connexion, avec directement l'export en lui-même, et du coup, il va se connecter directement à la base de données et réimporter les données. Ou alors, vous voulez transformer cet export au format dump en SQL, et dans ce cas, vous allez utiliser pgrestore sans option de connexion. Et du coup, il va sortir sur la sortie standard le SQL qui correspond. C'est pour cette raison que j'utilise la redirection de la sortie standard vers un fichier parce que c'est quand même plus convivial. On peut bien sûr, si on a un export au format dump, on va pouvoir choisir ce qu'on veut réimporter. Donc, on peut réimporter une table, un schéma, on peut réimporter seulement la structure avec le "-s", etc. Quand je parle de réimporter une table, un schéma avec un nom, en fait, ça va plus loin qu'un nom. C'est un pattern. Vous pouvez utiliser des expressions régulières à la place du nom de la table pour dire je veux toutes les tables qui commencent par Toto _ par exemple. Ensuite, au niveau des stand-by. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une stand-by? Alors, une stand-by, il y a plusieurs noms qui sont utilisés. On peut l'appeler aussi réplica physique, on peut l'appeler aussi princesse ou ouvrière si on utilise la métaphore des abeilles. Comme dans une ruche où il y a la reine, la princesse qui correspond à une stand-by qui n'est là que pour la haute disponibilité, ou l'ouvrière qui est là pour servir des requêtes de lecture. Ou sinon, on utilise primaire, secondaire, tertiaire, ce qui permet de faire la différence entre les stand-by qui sont en connexion directe avec le nœud primaire ou celles qui sont en cascade. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une stand-by? C'est une autre instance identique à la reine ou au nœud primaire. On distingue les stand-by physiques qui sont identiques au niveau des fichiers de données au bit près et les stand-by logiques où on va retrouver les mêmes données mais qui ne seront pas forcément rangées de la même manière dans les fichiers de données. Une stand-by est en perpetual recovery, c'est-à-dire qu'elle applique les fichiers WAL en permanence et elle peut être ouverte en lecture ou pas. Quand est-ce qu'une stand-by peut suffire et faire qu'on n'a pas besoin de mettre en place une stratégie de sauvegarde plus élaborée? C'est simple, si on est d'accord de perdre certaines ou toutes les données, dans ce cas, se reposer sur une stand-by suffit largement. Alors là encore, c'est peu probable que vous soyez dans ce cas-là. Il y a peu d'applications aujourd'hui qui sont d'accord pour perdre toutes les données. Voici des exemples qui peuvent arriver. Un ancien employé supprime la base de données, un hacker infiltre le système et supprime la base de données, le DBA supprime le répertoire PGData sur le primaire au lieu du secondaire. Le troisième cas est un cas beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le penser. Dans ces cas-là, le montant de données qu'on va perdre, c'est la totalité des données. Donc vraiment, si vous avez décidé que la stand-by suffit, il faut bien avoir à l'esprit que ça veut dire que vous êtes prêt à perdre toutes vos données. Comment créer une stand-by? Je suis désolée, il manque les accents. J'ai tapé ça ce matin et il faut savoir que le clavier US avec Google Docs ne fait pas les accents sous Mac.
Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai essayé de faire des copier-coller des accents, mais j'en ai oublié certains. Donc, la première chose à faire, c'est de configurer l'arène pour qu'elle soit prête pour la réplication, puisque par défaut, l'arène n'est pas forcément prête pour la réplication. Ensuite, on va faire une sauvegarde physique de l'arène. On va restaurer la sauvegarde physique sur la princesse ou l'ouvrière. On va configurer la princesse ou l'ouvrière pour qu'elle ne se prenne pas pour une reine, parce que là, ce serait le pire des scénarios. C'est le split brain scénario. C'est un cas de perte de données assurée, puisqu'on a deux bases de données qui pensent toutes les deux être des nœuds primaires. Et ensuite, on va démarrer cette princesse et cette ouvrière. On va vérifier que la réplication fonctionne en faisant un select sur pgstat réplication, par exemple. Les walls et le recovery. Alors, j'ai fait un petit schéma pour expliquer comment fonctionne Postgres en interne. Donc là, on a une vision de ce que c'est qu'une instance Postgres. Donc, une instance Postgres, c'est de la mémoire et des processus. Une instance, c'est totalement volatile. Une instance peut être arrêtée et peut être démarrée. Une autre partie importante, c'est les fichiers de données. Les fichiers de données sont totalement inutiles sans l'instance puisqu'on ne peut pas y accéder. On ne peut pas les décoder, c'est du binaire. On a besoin de l'instance pour pouvoir y accéder. De la même manière, l'instance est totalement inutile si on n'a pas de fichier de données puisqu'on ne peut pas accéder aux données puisqu'il n'y en a pas. Donc, imaginons qu'on a un utilisateur qui envoie un ordre de DML. DML pour Data Modification Language, donc ça inclut tout ce qui est insert, delete, update et truncate. Donc, uniquement de la modification de données, parce qu'en cas de select simple, forcément, on n'a pas à se poser la question de comment on va écrire ces données sur la standby, ou comment on va assurer la durabilité de ces données. Et à côté, j'ai dessiné un fichier WAL. WAL, c'est pour Write Ahead Log. Et c'est vraiment le mécanisme qui va permettre la durabilité des données dans Postgres. C'est ce qui va permettre, et on va voir pourquoi, de dire que si Postgres vous a dit « c'est bon, vos données sont committées », elles ne doivent pas être perdues. Donc, imaginons qu'on a un utilisateur qui envoie un ordre SQL de modification de données quelconque. La première chose que va faire le SGBD, c'est monter ces données en mémoire. Pour des raisons de performance, on travaille en mémoire et non sur disque. C'est bien sûr évident. Donc, on monte les données en mémoire et puis ensuite, on va les modifier. Dans ce cas-là, juste un peu de vocabulaire, on a un buffer en mémoire qui est différent des fichiers de données. Dans ce cas-là, on dit que le buffer est dirty ou que la mémoire est dirty, simplement parce qu'on a des données différentes. On est bien d'accord que si l'instance crash à ce moment-là, ces données sont perdues. Ce n'est pas un problème puisqu'on n'a pas répondu à l'utilisateur que ces données ont été modifiées. Donc, tant qu'on n'a pas dit à l'utilisateur que ces données sont modifiées, tout va bien. Si ça crash, l'utilisateur aura un message d'erreur et du coup, il comprendra que ces modifications n'ont pas été faites. Imaginons maintenant que l'utilisateur envoie un ordre de commit pour valider ces modifications de données. Alors, dans Postgres, on est par défaut en auto-commit, ça peut se changer et ça dépend du client. Donc, on peut le changer au niveau client ou on peut le changer au niveau de serveur. Mais imaginons que là, c'est un cas explicite de transaction où on envoie un commit. Donc, on a nos données qui sont modifiées en mémoire, on a nos fichiers de données. Si on voulait, à ce moment-là, copier les données sur les fichiers de données, ça prendrait du temps. Pourquoi? Parce que les fichiers de données ne sont pas séquentiels, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on doit écrire. Du coup, pour éviter d'avoir à aller écrire de manière fastidieuse dans des fichiers de données qui peuvent être très gros et qui sont non séquentiels, on va écrire dans un petit fichier qui s'appelle le WAL, le Write Ahead Log. Et ce fichier va comporter les blocs, le nom du fichier de données dans lequel ils doivent être copiés, et ainsi que l'adresse à laquelle ça doit être copié. Donc, on a toutes ces informations, et maintenant, on va pouvoir dire à l'utilisateur, c'est bon, tes données ne seront pas perdues. On sait ce qu'on fait.
Donc là, imaginons qu'il n'y ait pas de crash, ce qui est quand même la grande majorité du temps. Au bout d'un certain temps, il va y avoir une opération qu'on appelle un checkpoint, où ces données qui sont en mémoire vont être reportées dans les fichiers de données. Et à aucun moment, on n'aura eu besoin des fichiers WAL. C'est exactement comme ça que ça doit se passer dans la majorité du temps. Maintenant, imaginons qu'on a eu un crash. Donc, l'instance redémarre. On voit ici qu'on a des données modifiées dans les WAL qui ne sont pas recopiées dans les fichiers de données. L'instance va commencer par regarder quel était le numéro du dernier checkpoint. Et ensuite, elle va aller voir dans les WAL s'il y a des données modifiées qui ont été committées qui sont arrivées depuis le dernier checkpoint. C'est là qu'elle va trouver nos deux petits carrés rouges et voir qu'il faut les mettre à jour. Cette opération s'appelle le recovery. Pendant toutes ces opérations, l'instance n'est pas accessible. Elle n'est pas ouverte en lecture ou en écriture. Donc, elle va faire ce qu'on appelle un recovery. Elle va prendre les données qui sont dans les WAL, elle va les mettre en mémoire et ensuite, elle va faire un checkpoint comme s'il n'y avait pas eu de crash. Et puis ensuite, elle va écrire qu'elle a pu faire son checkpoint, etc. Et on n'aura pas perdu de données. Vous avez des questions? Pas de questions, donc on continue. Une autre manière de sauvegarder les données, ou en tout cas d'avoir un moyen de recréer les données en cas de problème, c'est un snapshot de VM ou snapshot de disque. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de fichiers à un moment donné. On peut faire des snapshots offline, c'est-à-dire instance éteinte, ou des snapshots online. Il faut faire très attention avec ça, puisque si on regarde à côté, j'ai mis les différentes couches, on voit que la base de données est au-dessus du système d'exploitation, qui lui-même est au-dessus du stockage, qui lui-même est au-dessus de la VM. Donc ça veut dire qu'on va faire une sorte de sauvegarde sur une couche qui est en dessous de la base de données, sans que la base de données n'en ait conscience. Et là, ça peut faire un problème. Pourquoi ? Parce qu'un GBDR peut, à un moment donné, avoir des fichiers inconsistants sur disque. En fait, si vous écrivez dans votre base de données, il y a une très très forte probabilité que vos fichiers soient inconsistants et c'est normal. Vous devez donc, dans ce cas-là, bien mettre l'instance en mode backup. Le mode backup, ça permet d'écrire plus d'informations dans les WAL pour pouvoir, en plus de restaurer les fichiers, refaire les checkpoints qui ont eu lieu pendant, refaire en fait toutes les transactions qui ont eu lieu entre le début et la fin de la sauvegarde. C'est très très important pour arriver à un état consistant à la fin. Sachant que Postgres, pour des raisons de sécurité, va refuser d'ouvrir une base de données qui n'arrive pas à atteindre un point consistant. Et il va considérer que la base de données est corrompue et on n'arrivera pas à l'ouvrir. Donc, si vous voulez avoir une chance de pouvoir ouvrir votre backup et de pouvoir le restaurer et surtout faire le recovery après, vous allez avoir besoin de mettre cette instance en mode backup. On verra après comment. Et vous devrez aussi archiver tous les fichiers WAL, à minima entre le début et la fin de votre sauvegarde. Si vous pouvez aussi prendre tous les fichiers WAL entre le début de votre sauvegarde et maintenant, ça va vous permettre de diminuer la perte de données puisqu'on va pouvoir réappliquer les fichiers WAL entre le début de la sauvegarde et le moment juste avant l'incident. Donc, ça va diminuer la perte de données. Donc, quand est-ce qu'un snapshot de VM ou de disque suffit? Là, c'est vraiment très important. Toutes les conditions suivantes doivent être validées. Et la première, c'est que vous comprenez vraiment ce que vous faites. La deuxième, c'est que vous ne voulez pas d'une autre option. Il faut savoir que les snapshots de VM ou de disque, c'est plus complexe. Qui dit plus complexe dit plus coûteux en termes de maintenance. C'est vraiment plus coûteux, plus risqué aussi. Donc, ça veut dire que vous avez regardé les autres options et vous n'avez pas trouvé d'autres solutions. Et vous jurez solennellement que vous testerez la restauration et le recovery fréquemment.
Et vous archiverez aussi les fichiers wall entre le début du snapshot et la fin, ou entre le début du snapshot et maintenant, si vous voulez limiter la perte de données. Il y a une question intéressante. En mode backup, Postgres n'écrit que sur les walls. C'est faux. Postgres continue d'écrire sur ses fichiers, sur ses walls, etc. Du coup, comme la sauvegarde, le snapshot prend de toute façon un certain temps, même s'il est rapide, on va avoir des fichiers dans un état inconsistant avec peut-être un début qui est écrit, une fin qui n'est pas écrite ou ce genre de choses. C'est là que les walls vont intervenir. Donc Postgres écrit sur les walls, mais écrit sur les fichiers en même temps. Et du coup, ce que va faire Postgres, c'est qu'il va écraser ces écritures inconsistantes par le contenu des walls. Comme je vous ai dit, les walls contiennent les fichiers de données, enfin le fichier de données dans lequel faire la modification, ainsi que l'adresse à laquelle il faut coller le bloc. Du coup, ça va permettre d'écraser ces données à moitié écrites. Là, on rentre vraiment dans les détails de Postgres, mais pour aller encore plus loin, en fait, pour éviter les corruptions de données, on va écrire plus que juste le bloc. Justement, quand on passe l'instance en mode backup, on va écrire toute la page et non pas juste le bloc qui est modifié, ce qui permet d'éviter les problèmes de corruption de données. Donc, comment faire des snapshots de VM ou de disques utilisables? Parce que faire un snapshot de VM ou de disque, c'est facile. Faire un snapshot de VM ou de disque utilisable, c'est beaucoup plus compliqué. Une manière très simple de le faire, c'est d'éteindre l'instance et de faire son snapshot tranquille. Malheureusement, il y a peu d'applications aujourd'hui qui acceptent qu'on éteigne la base de données. On est dans un monde du tout online. Et du coup, faire des snapshots offline n'est plus une option pour la majorité des applications aujourd'hui. Dans ce cas-là, on va passer l'instance en mode backup. C'est ce qu'on va faire avec PG Start Backup, label, donc on donne un nom. Et ensuite, c'est très important de bien respecter le false et false. Puisque par défaut, en fait, si on ne met pas ces valeurs-là, il va faire un backup dans un mode qui est obsolète et qui a un risque de perte de données. Voire même de corruption. Donc du coup, vraiment, suivez le false si vous voulez plus de détails. Je suis désolée, je ne peux pas vous en donner maintenant parce que c'est vraiment c'est assez pointu. Allez voir la documentation de PostgreSQL, c'est bien expliqué. Dans le chapitre sur les fonctions d'administration, vous trouverez ces deux fonctions, PG Start Backup et PG Stop Backup. Et vous verrez qu'il est expliqué pourquoi il faut utiliser les paramètres false pour Start Backup et false true pour Stop Backup. Donc, vous faites le PG Start Backup, vous faites le snapshot et ensuite vous faites le PG Stop Backup. Vous devez prendre tous les fichiers du cluster, y compris le backup label, y compris le tablespace map si vous utilisez des tablespaces. Et si vous utilisez des tablespaces, les tablespaces étant sous Linux de simples liens symboliques, assurez-vous de prendre le répertoire qui est derrière le lien symbolique et pas uniquement le lien symbolique. Mais si vous faites un snapshot de VM complet, ça ne devrait pas être un souci. Et comme je vous l'ai dit, puisque on va écrire sur les walls des pages complètes et non pas juste des blocs, quand l'instance est en mode backup, il est possible que votre application, avec le workload de votre application, que Postgres génère plus de walls quand l'instance est en mode backup. Donc, essayez de réduire cette durée si vous êtes un peu juste en espace de stockage ou rajouter du stockage parce que c'est quand même pas ce qui coûte le plus cher aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer aux sauvegardes physiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sauvegarde physique? C'est un ensemble de fichiers consistants ou inconsistants, sachant que la probabilité est là encore bien plus importante que les fichiers soient inconsistants que consistants s'il se passe des choses sur votre base de données, qui va permettre de recréer le cluster à partir de rien. Donc là encore, on peut faire des sauvegardes physiques offline et des sauvegardes physiques online. Donc offline, il n'y a pas d'outil pour ça, tout simplement parce qu'il suffit d'arrêter la base de données et de copier l'ensemble du répertoire PGData. Il n'y a aucune spécificité particulière, aucun point d'attention particulier. Postgres redémarrera sans problème. Si vous l'avez arrêté, que vous le copiez, que vous le collez sur une autre machine, ça démarrera sans problème, à condition d'avoir le même OS, bien sûr.
et d'avoir installé Postgres dans la même version. Pour ce qui est de la sauvegarde physique online, là, on a plusieurs outils. Alors, l'outil fourni avec Postgres est, à mon avis, beaucoup trop basique pour être réellement utilisé en production. Il s'appelle PG-Base Backup et comme son nom l'indique, il fait des backups. Il ne s'occupe pas des restores, il ne s'occupe pas de l'archivage des walls. C'est pour moi un outil qui manque de beaucoup trop de fonctionnalités pour être vraiment utilisable. Il pose des problèmes, là encore, de coûts de maintenance, de risques de maintenance, etc., qui font qu'il vaut mieux passer sur d'autres outils. Heureusement, il y a d'autres outils, et notamment dans le monde de l'open source, on peut citer Barman et PG Backrest. Les deux outils sont très bien, complets, et vont permettre de faire des choses avancées, comme permettre de faire des sauvegardes incrémentales, permettre de faire la gestion des walls, c'est-à-dire que si on a des walls qui ont été pris avant une sauvegarde et qu'on n'a plus la sauvegarde précédente, l'outil va tout de suite voir que ces walls doivent être supprimés. Vous n'avez pas besoin de regarder à quel wall correspond quelle sauvegarde et comment les supprimer, etc. Ça va être pris en charge automatiquement. Ils vont aussi pouvoir gérer une rétention de sauvegarde, ils vont aussi gérer un catalogue de sauvegarde, etc. Créer une sauvegarde à partir de laquelle l'instance pourra faire un recovery est complexe. Je parle de sauvegarde online. Du coup, je vous déconseille très fortement d'utiliser vos propres scripts. C'est vraiment, vous n'avez pas idée du nombre de choses qui peuvent mal tourner, y compris jusqu'à aller corrompre votre cluster Postgres pendant que vous faites un backup. Ce sont des choses qui sont possibles si vous faites mal, si vos scripts sont mal écrits. Donc, je vous déconseille largement d'utiliser vos propres scripts, d'autant qu'on a des outils open source et totalement gratuits qui sont d'excellente qualité et qui fonctionnent très bien. Donc, quand est-ce qu'une sauvegarde physique suffit? Là encore, toutes les conditions doivent être validées. Vous avez l'espace de stockage nécessaire. Ça va prendre un petit peu plus de stockage en fonction du nombre d'index que vous avez, notamment. Parce que si vous faites un export de données, vous n'allez pas exporter les index. Vous allez exporter le DDL pour recréer l'index et au moment de la restauration, vous allez juste recréer l'index. Mais là, on va copier tous les fichiers sur disque, y compris les fichiers d'index. Donc, si vous avez beaucoup d'index, il va tout copier, ce qui va prendre pas mal de place. Vous pouvez vous permettre le temps de restauration et de recovery, ce qui veut dire que vous jurez solennellement que vous testerez la restauration et le recovery fréquemment, et vous archiverez tous les fichiers wall entre la sauvegarde la plus vieille et maintenant, ou entre, en tout cas, la sauvegarde la plus vieille et le début, la fin de la sauvegarde la plus vieille, c'est-à-dire entre le début et la fin de la sauvegarde la plus vieille, enfin de la sauvegarde que vous voulez garder. C'est là encore très important parce que comme pour le snapshot de VM ou de disque, si vous n'archivez pas les walls, votre backup ne servira à rien et vous ne pourrez pas faire le recovery nécessaire après la restauration, ce qui fait que du coup, votre Postgres ne démarrera jamais. Donc, il est temps de faire un petit comparatif. J'ai essayé de mettre les choses les plus importantes et là encore, il n'y a que vous qui connaissez votre contexte, qui êtes capable de dire quelle est la meilleure solution de sauvegarde et de restauration dans votre entreprise. Et ça va dépendre des projets. Vous ne pouvez pas avoir une solution qui fonctionne pour tout le monde. On pourrait penser qui peut le plus, peut le moins. Il faut savoir que si vous choisissez de faire que des sauvegardes physiques, d'ailleurs, il y a une erreur ici, c'est pas, oups, c'est pas sauvegarde logique. Oh, super. Il y a une grossière erreur ici, je vais la corriger tout de suite parce que je ne peux pas la voir. Voilà, c'est sauvegarde physique. Voilà. Donc,
Si vous partez sur des exports logiques, ce qui peut être acceptable, ça veut dire que vous savez que la restauration sera plus lente, vous êtes prêt à perdre des données, peut-être même beaucoup de données, mais que ce n'est pas un problème parce que vous savez comment les recréer, parce que pour raison X ou Y, etc., parce que vos données ne bougent pas, parce que... voilà. Donc, dans ce cas-là, un export logique a l'avantage d'être portable, a l'avantage d'avoir une granularité plus fine aussi. Vous pouvez décider d'exporter qu'un schéma, par exemple. Vous pouvez décider d'exporter qu'une table ou un ensemble de tables, etc. Les stand-by ont l'avantage d'être disponibles facilement, c'est-à-dire qu'il est très facile de dire maintenant, ce n'est plus le primaire, ce n'est plus celui-ci, c'est celui-là. Et du coup, ça permet à l'application d'être accessible très facilement. Le problème, c'est si vous vous reposez uniquement sur les stand-by, ça veut dire que vous êtes prêt à avoir une énorme perte de données. Là encore, vous n'aurez pas la granularité fine que vous avez avec les exports logiques. Pour la stand-by, vous êtes obligé de prendre tout le cluster. Et c'est la même chose pour les snapshots de VM ou de disque ou pour les sauvegardes physiques. Les snapshots de VM et de disque ont l'avantage d'être disponibles rapidement. Généralement, ça ne prend pas beaucoup de temps de faire un snapshot de VM et de disque. Et aussi, maintenant, on a des solutions qui font que le temps de restauration, le temps de prise de snapshot est le même quel que soit le volume de données, ce qui peut être très intéressant sur des volumes importants. La perte de données est réduite à condition que vous ayez géré l'archivage des walls correctement, là encore. Par contre, les inconvénients, c'est que forcément, on prend tout le cluster. La gestion des walls n'est pas automatique. Il va falloir encore, une fois que vous avez restauré, faire le recovery pour atteindre un point consistant. Et ça peut vraiment entraîner des désastres si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Et la meilleure manière de maîtriser ce qu'on fait, c'est de le faire plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas à mettre en place un environnement de test et à tester plusieurs fois vos procédures pour vous assurer qu'elles sont vraiment robustes. Et en dernier, les sauvegardes physiques. Donc, les avantages, c'est qu'on a des très, très bons outils disponibles. La perte de données est réduite, mais par contre, on va être obligé de prendre tout le cluster. Il faut encore faire le recovery. Et puis, c'est aussi, ça peut prendre beaucoup de temps si on commence à avoir beaucoup de volume de données. Généralement, on ne se contente pas d'une seule stratégie, d'une seule solution de sauvegarde. On les combine sur des projets qui ont besoin d'une très grande disponibilité. On va combiner les stand-by avec les sauvegardes physiques et on va rajouter peut-être même les exports logiques pour vérifier qu'il n'y a pas de données corrompues, ou alors au niveau des sauvegardes physiques, on va rajouter, on vérifiera au moment des sauvegardes si on a des données corrompues. On peut faire ce genre de choses. Mais c'est rare qu'on se repose sur une seule solution. C'est rare de pouvoir se reposer uniquement sur des exports logiques, justement à cause de la perte de données, de la restauration lente qui pose vraiment des problèmes sur les applications d'aujourd'hui. Mais il y a quand même des contextes dans lesquels c'est intéressant et c'est pour ça qu'il faut garder l'esprit ouvert et vraiment comprendre le contexte du projet pour savoir si ça ne pourrait pas être suffisant. Voilà, j'ai fini. Je vous laisse poser vos questions, si vous en avez. Pour des exports logiques, doit-on fermer toute connexion, stopper la DB et lancer pgdump? Non. Les exports logiques peuvent se faire en même temps que la production normale. Ça va prendre une connexion, ça va prendre un peu de ressources, forcément, on va écrire sur disque, on va prendre de la mémoire, etc. Mais il n'est pas nécessaire de fermer toutes les connexions et au contraire, si on stoppe l'instance, on ne pourra pas s'y connecter pour faire l'export logique. Donc non, les exports logiques se font online et pas offline. Quel outil et quelle méthode pour ne restaurer qu'une seule base de données dans un cluster? Alors, ça, c'est une excellente question. Normalement, l'outil fait pour, c'est l'export logique, puisque c'est le seul qui a la granularité suffisante pour permettre de descendre au niveau de la base de données. Malheureusement, ça peut poser des problèmes de performance quand on
quand on est sur des problèmes de performance, parce que ça va être long, mais surtout aussi des problèmes de perte de données. On n'est peut-être pas prêt à perdre toutes les données qu'on pourrait perdre, comme dans l'exemple, par exemple, où on faisait l'export à 3 heures du matin, et puis à 15 heures, il y a une erreur, on perd 12 heures de données. Dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Une des solutions consiste à simplement restaurer sur un autre cluster à part et ensuite refaire les recoveries jusqu'au moment qui nous intéresse, ensuite faire l'export avec un pgdump et de pouvoir réimporter dans la nouvelle base de données. Une autre manière de faire serait d'utiliser la fonctionnalité de pg-backrest. pg-backrest va permettre de restaurer une seule base de données en créant des sortes de coquilles vides pour les autres bases de données, de sorte que Postgres va quand même pouvoir faire les recoveries pour les autres bases de données, mais sur des coquilles vides. Donc, pg-backrest permet ce genre de choses, mais à faire, à mon avis, quand même sur un cluster à part pour ensuite réimporter sur la production. Alors, Barman ou Backrest, que conseillez-vous comme outil? De mon point de vue, mais je ne suis peut-être pas objective puisque je suis contributrice Backrest, Backrest est aujourd'hui le meilleur outil de sauvegarde et restauration de Postgres. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Barman est basé sur PG-Base Backup et comme je l'ai dit, le design de PG-Base Backup est mauvais au départ. Et on peut essayer de rajouter des choses à un outil dont le design est mauvais au départ. Il n'empêche que le design est mauvais au départ. Du coup, on en revient à faire une usine à gaz pour essayer de combler les failles du départ. pg-backrest a été fait à partir d'une page blanche, entièrement nouveau. Et il est extrêmement robuste, tout comme Barman. Et Backrest a des fonctionnalités intéressantes, comme l'envoi des backups sur des buckets S3 ou ce genre de choses. Comme je l'ai dit, il est capable de restaurer une seule base de données, ce que Barman ne fait pas. Il est aussi capable de faire des backups compressés, des backups incrémentaux, etc. J'aime beaucoup Backrest, je trouve aussi qu'il est très simple d'utilisation et j'enseigne à l'université de Lyon et c'est celui que je montre à mes étudiants. Ils ne connaissent pas du tout Postgres et en 4 heures de TP, ils sont capables de faire des sauvegardes, des restores, du point-in-time recovery. Ils ont même le temps d'aller voir ce qu'il y a dans les walls pour pouvoir trouver à quel moment ils veulent arrêter le point-in-time recovery. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est Backrest le meilleur outil. Avec Backrest, est-il possible de paralléliser la sauvegarde full versus PG-Base Backup? Je crois qu'il y a une option qui permet de faire ça dans Backrest, oui. Et il faudrait regarder la documentation, je ne la connais pas par cœur, mais je vais me renseigner et puis je vais noter et je verrai pour fournir la réponse. Mais je crois que c'est le cas. Y a-t-il des matrices de compatibilité pour restaurer une DB d'une version N à une version N+X? Alors, de manière générale, il n'est pas possible de faire des sauvegardes physiques et de les restaurer en physique sur une autre version. Pourquoi? Parce que l'entête de chaque fichier contient la version Postgres, donc ça ne va pas marcher. Ce qu'il est possible de faire, c'est de le faire avec des exports logiques. Dans ce cas-là, ça va fonctionner. Ou sinon, une autre possibilité, c'est de restaurer sur un cluster de version N et ensuite de faire un PG upgrade vers la version N+X. Mais en natif, il n'est pas possible de restaurer une instance d'une version inférieure vers une version supérieure. Ce n'est absolument pas possible. Comme je l'ai dit, les entêtes des fichiers contiennent la version Postgres. Un outil à conseiller qui fonctionne sur Windows, ça c'est une colle. Je travaille très très peu sur Windows, je suis majoritairement sur Linux. Je sais qu'il y a peu d'outils qui fonctionnent sous Windows malheureusement. Je vais me renseigner et je verrai pour donner la réponse ensuite. Peut-on faire un flashback database avec une standby? Non. Dans Postgres, il n'est pas possible de revenir en arrière et de détricoter un wall.
Ce qu'il est possible de faire, c'est d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, on a une sauvegarde avant et on applique les walls jusqu'à un certain point. Mais on ne peut pas prendre une sauvegarde après et revenir avant. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut faire qu'aller de l'avant avec Postgres. On ne peut pas reculer dans les walls. Donc, on ne peut pas remonter le temps. C'est une des différences avec Oracle. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'en ai deux sur lesquelles je vais me pencher et fournir la réponse plus tard. Et So, Letitia, we have a question in the chat. Oh, sorry, I've missed the chat. Yes, I have it. Thank you. Quel outil existe pour Postgres sous Windows? Quels sont vos conseils? Comme je l'ai dit, Windows, ce n'est pas vraiment mon préféré. J'ai quasiment aucun client qui sont en Postgres sur Windows. C'est pas que je sois absolument anti-Windows, d'ailleurs mon PC perso est sous Windows, mais c'est plus parce que je fais des jeux vidéo. C'est plus parce que Postgres a été écrit au départ pour Linux. Ensuite, il y a eu un portage Windows. Et le portage peut être de la meilleure qualité qui soit, ça ne reste qu'un portage. Donc déjà, j'ai du mal. C'est comme lorsque je lis un document, je préfère le lire dans la version originale que dans la traduction, parce que même quelle que soit la qualité de la traduction, il y a une perte de qualité. Donc déjà, j'ai un petit peu de mal avec ça. Et ensuite, l'autre chose qui me pose problème, c'est que, comme j'ai dit, tous mes clients sont sous Linux. Donc déjà, je n'ai pas beaucoup de clients avec qui jouer sous Windows. Et en plus, ça veut dire que vous avez plus de risques de tomber sur un bug, puisque la majorité des clients sont sous Linux. C'est pour cette raison, surtout, que je conseille largement de faire tourner Postgres plutôt sous Linux. Mais je regarderai quand même ce qui existe. Je sais qu'il existe nettement moins d'outils sous Windows, puisque la majorité des développeurs ne développent que sous Linux. Donc c'est un vrai problème pour la communauté. Mais je dirais que le conseil que je peux donner vraiment, c'est si vous pouvez passer sous Linux, passez sous Linux. Vous aurez nettement moins de problèmes. Un mot sur l'abandon du support de BART par EDB au profit de Barman et PG Backrest. Oui. En fait, je n'étais pas une grande fan de BART. Il a fallu que EDB fasse un choix de toute façon, puisque avec le rachat de Second Quadrant, Barman devenait indispensable. Et puis, il était évident que Backrest était supérieur à BART en termes de fonctionnalité, en termes de convivialité, etc. Il n'y avait pas photo. Du coup, EDB a fait le choix de partir sur Backrest et en même temps proposer Barman, qui était un outil Second Quadrant. Et vu que EDB a racheté Second Quadrant, il était logique de poursuivre sur Barman également. Du coup, aujourd'hui, les clients ont le choix entre Barman et Backrest. L'installation de Backrest ou de Barman se fait très simplement en suivant la documentation. Il n'y a pas vraiment de problème. Donc, je vous conseille d'essayer. Pour l'instant, BART va continuer à être supporté pendant 18 mois, donc ce n'est pas tout de suite, mais il va effectivement falloir changer à terme l'outil BART. À partir de PG10, on peut faire de la streaming réplication d'un primaire vers une standby de version mineure supérieure. Est-ce possible de faire une streaming réplication entre versions majeures? Alors, non, ce n'est pas possible. Parce que, comme je l'ai indiqué, les entêtes de fichiers ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, on n'a pas la même structure binaire de fichiers. Donc, non, la streaming réplication n'est pas possible entre versions majeures. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de faire de la réplication logique entre versions majeures. Ça fonctionne très, très bien, que ce soit pour faire une migration en quasi zéro downtime ou que ce soit simplement parce qu'on a besoin d'avoir une structure différente, comme par exemple des index différents, parce que la standby va être utilisée pour du business analysis plutôt que pour du transactionnel. Donc, il est parfaitement possible de faire de la réplication logique entre versions majeures. Par contre, il n'est pas possible de faire de la réplication physique. Et pour ce qui est de la réplication primaire standby en version mineure différente,
c'est possible, oui, c'est quand même fortement déconseillé, ou en tout cas, c'est à utiliser sur une période courte. Je ne conseillerais pas de rester sur une version, sur des versions différentes sur un laps de temps long. Connaissez-vous un outil pour migrer des données de DB2 à Postgres? Alors, pour ce qui est de la migration des données, ce n'est jamais ce qui pose le plus de problèmes en fait. Les données, ça reste des données, donc ça s'exporte. Il y a des outils d'export. Il y a pas mal d'outils payants en fait, puisque le monde de DB2 est assez payant. Donc il y a pas mal d'outils payants pour aller de DB2 à Postgres. J'en ai pas là juste à vous dire, mais il y en a plusieurs qui existent. Par contre, le plus gros problème dans les migrations, dans les changements de SGBD, c'est toute la partie code. Alors, s'il y a peu de procédures stockées, ça ne va pas poser problème. S'il y en a beaucoup, là, ça va devenir vraiment problématique de migrer tout ce code qui est dans la base de données, puisque forcément, le dialecte de DB2 n'est pas applicable au à Postgres. Donc, il va falloir réécrire tout ce code, et là, ça va commencer à devenir assez coûteux. Alors, peut-être que c'est l'occasion de voir ce qui est utilisé de ce qui ne l'est pas. Peut-être que c'est l'occasion de faire ce ménage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Well, I think we have no more questions. And thank you, Letitia, so much for this session. And thank you, everyone, for joining today. I would like to remind everyone that you will receive the slides of this presentation along with the recording to your inbox in the next 24 hours. Thank you very much again. And I hope you have a lovely rest of your afternoon. And I hope to see you again in the next session we will be proposing. Thank you and goodbye.